La dernière fois, je rappelle que nous avons vu l'évolution des systèmes agraires après la déforestation sur le pourtour méditerranéen en Europe occidentale et jusque, on va dire, jusqu'en 1900, c'est-à-dire jusqu'au milieu des temps modernes. Aujourd'hui, pour compléter cette vision de l'émergence et du développement des agricultures post-forestières, donc qui suivent le déboisement dans les principales régions du monde, nous allons voir trois sujets. L'évolution des systèmes hydro-agricoles de la vallée du Nil en Égypte, l'évolution et la différenciation des systèmes hydro-rizicoles en Asie de l'Est, et on évoquera un peu l'Afrique, et puis beaucoup plus récent, suite au déboisement des régions équatoriales d'Afrique, d'Amérique et aussi dans une certaine mesure d'Asie, la différenciation des systèmes de culture à la houe des savanes intertropicales, c'est-à-dire des savanes, c'est les régions savanisées, déboisées, savanes intertropicales. Alors on aurait pu aussi consacrer un moment au système post-forestier américain, les systèmes Inca et les systèmes aztèques, mais je crois vraiment qu'on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui. Je ne suis pas très sûr même qu'on aura le temps de faire les trois sujets que je viens de dire. Donc j'arrive tout de suite au premier de ces trois sujets, l'évolution, et on pourrait dire aussi la différenciation, mais c'est l'évolution des systèmes hydro-agricoles de la vallée du Nil. Alors premier point, il y a 10 000 ans, souvenez-vous, les premiers villageois sédentaires du Moyen-Orient, Syrie, Palestine pour simplifier, commencent à cultiver des plantes et à élever des animaux. Il y a 9000 ans, ces villageois sédentaires qui étaient encore largement chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans, deviennent vraiment des agriculteurs et ils vivent essentiellement, principalement des cultures et des élevages. Il y a 8000 ans, ces premiers villageois sédentaires et agriculteurs du Moyen-Orient ont déjà commencé à se répandre dans les environs de ce qu'on appelle ce foyer d'origine moyen-orientale. Et les premiers agriculteurs arrivent en Égypte. Une Égypte qui est l'Afrique du Nord-Est, qui appartient aujourd'hui au Sahara, qui est un désert presque intégral dans sa plus grande partie. À cette époque-là, le Sahara n'est pas un désert. Le Sahara est un milieu faiblement arrosé, un peu peut-être comme le Sahel aujourd'hui, et qui est couvert d'une savane, c'est-à-dire une formation herbeuse, prédominante herbeuse, mais avec par endroits boisements ou des savanes arborées ou arbustives, en tout cas c'est ce qu'on en sait. Et par contre, la vallée du Nil, qui coupe du nord au sud cette savane saharienne, cette savane arborée saharienne, elle est une vallée approvisionnée en eau, comme elle l'est encore aujourd'hui, par des eaux d'origine équatoriale et tropicale, depuis le lac Victoria, pour simplifier, est une vallée qui a été creusée en V dans les époques glaciaires, parce que les eaux de la planète étant concentrées dans les calottes glaciaires très étendues, le niveau de la Méditerranée, ou ce qui en faisait office à l'époque, baissait énormément, et donc le profil d'équilibre de ce Nil s'établissait très bas, plusieurs dizaines de mètres plus bas que le niveau actuel de la vallée. Par contre, dans les périodes interglaciaires, le niveau des mers remontait et le niveau de la Méditerranée remontait de plusieurs mètres. Et alors, la vallée attrapait un nouveau profil d'équilibre, c'est-à-dire que c'était des phases d'alluvionnement. Aujourd'hui, on est dans une période interglaciaire, chaude, et la vallée du Nil est à chaque crue, il y a une cinquantaine d'années, à chaque crue annuelle, la vallée du Nil est alluvionnée
par ces sédiments qui sont ramassés dans l'Afrique centrale et de l'Est, en Éthiopie, tous les affluents du Nil, et qui s'épand, je dirais, par couches successives annuelles à raison de à peu près 1 millimètre par an. L'alluvionnement, c'est à peu près 1 millimètre par an en moyenne. Donc la vallée monte de 1 millimètre par an, et on peut dire que depuis les premiers pharaons, il y a donc 5000 ans ou à peu près, la vallée a monté de 5 mètres. Le niveau actuel de la vallée n'est pas celui qui existait à l'époque des premiers pharaons. Alors il y a 8000 ans, alors cette vallée, il faut se la représenter comme inondée chaque année par une crue, inondée chaque année par une très forte crue qui a lieu en gros de juillet à novembre et qui recouvre toute la vallée aujourd'hui cultivée et densément occupée par la population égyptienne. Ensuite, il y a de novembre jusqu'en avril, il y a des sols alluvionnés, imbibés d'eau par la crue qui a eu lieu avant. Et à partir, on va dire, du mois d'avril, eh bien, le niveau de la nappe dans la vallée, qui s'est constitué au moment de la crue, ce niveau de la nappe baisse progressivement et les sols de la vallée deviennent pratiquement du béton entre avril et juillet. Donc un régime de crue, on va dire d'été, suivi d'une période d'hiver et de début de printemps où les sols sont et alluvionnés et imprégnés d'eau, imbibés d'eau. Il y a une nappe qui affleure quand les eaux de crue quittent la vallée, la nappe phréatique constituée pendant la période de crue affleure à ras d'eau. Il y a beaucoup de nappes, il y a beaucoup d'étangs, de marécages, etc. dans les parties basses. Par contre, en été, la plupart de ces terres, tant soit peu élevées, vont s'assécher considérablement. Il n'y aura aucune végétation. Ça devient désertique pendant 3 mois sur les 3/4 de la vallée et du delta. Donc il faut se représenter cet écosystème. Alors, savane sur les plateaux, une espèce de vallée, de grande oasis d'hiver qui se constitue par la crue et qui verdoie pendant tout l'hiver et le début du printemps, qui reste verte là où c'est marécageux et là où l'eau s'évacue pas, et qui devient extrêmement sèche et pratiquement désertique pendant les mois d'été précédant la crue. Donc voilà à peu près l'écosystème. Les cultivateurs qui arrivent du Moyen-Orient, bon, ils sont armés de leurs haches de pierre polie et autres outils de l'époque. Ils ont à leur disposition le blé, l'orge, le lin, la lentille, le lin domestiqués au Proche-Orient et qui ne sont pas natifs de l'Égypte ou de la vallée du Nil. Donc l'agriculture n'est pas née en Égypte. Ce vieux mythe qu'on voit encore traîner dans tout un tas de publications et d'émissions en tout genre, ça n'a pas de sens. L'agriculture arrive en Égypte 2 ou 3 000 ans après s'être constituée au Moyen-Orient. Donc il faut bien se réaliser ça. Et ils ont aussi leurs animaux domestiqués au Moyen-Orient, c'est-à-dire le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, quelques volailles, etc. Et ils s'installent plutôt sur les rebords des plateaux libyques, plateau qui est à l'ouest du Nil, et sur les rebords de la chaîne arabique qui se trouve entre le Nil et la mer Rouge à l'est. Parce qu'ils profitent ainsi des pâturages du plateau pendant la saison des pluies, et pendant qu'il y a la crue dans la vallée, on ne peut pas emmener le bétail dans la vallée, il se noierait. Et ils peuvent profiter pendant la saison sèche, qui est quand même une saison assez dure sur le plateau et dans la chaîne arabique, ils peuvent profiter des terrains libérés par la crue dans la vallée et emmener leurs animaux pâturer là. Ils font des cultures genre abatis-brûlis, là où les conditions le permettent sur les plateaux ouest et sur la chaîne arabique à l'est. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Tout change quand, il y a à peu près 6000 ans, le climat du Sahara, comme celui de l'Arabie, comme celui d'une partie de l'Iran, etc., s'aridifie. Et en 1000 ans, pratiquement, le Sahara devient un désert.
entre moins 6000 et moins 5000 à peu près, le Sahara devient un désert. Et donc, les pâturages de plateau perdent beaucoup de leur intérêt et les cultures de plateau deviennent pratiquement impossibles, sauf dans quelques oasis approvisionnées en eau, soit par le Nil, comme c'est le cas du Fayoum. La crue du Nil monte si haut qu'elle déborde et elle passe jusque dans la dépression du Fayoum. Et puis dans les autres oasis du désert libyen, c'est la nappe d'origine soudano-sahélienne qui va en descendant vers la Méditerranée, qui dans les parties creuses de ce plateau libyen, la nappe est très près et donc il y a des oasis où les gens peuvent s'installer. Mais tout ça, ça va très très lentement. Il ne faut pas imaginer qu'un beau jour, c'est le désert et que les paysans déménagent du plateau. Non. Petit à petit, des villages se constituent dans la vallée, et non plus sur le rebord du plateau proche de la vallée, parce que leur culture, ils commencent à les développer dans la vallée. Alors, quelle culture? Les mêmes. C'est pas forcément celles qui conviennent le mieux, mais c'est celles dont ils disposent. Peut-être qu'il aurait mieux valu qu'ils aient du riz que du blé, mais en tout cas, c'est les cultures dont ils disposent. Et ils vont cultiver, à partir de novembre, après le retrait de la crue, ils vont cultiver les terrains qui, sont dégagés par la crue, à coup sûr, 2, suffisamment alluvionnés, 3, suffisamment imbibés d'eau pour pouvoir nourrir un blé qui va pousser depuis novembre jusqu'au mois d'avril ou de d'avril ou de mai suivant les régions. Au sud, il faut qu'il mûrisse en avril parce que c'est très sec très vite. Par contre, au nord, dans le delta, il faut qu'il mûrisse en mai, on va dire, pour simplifier, pour aller au terme de sa croissance. Alors, donc, ils vont faire des cultures de décrue d'hiver. Ce n'est pas des cultures irriguées, c'est des cultures de après-crue. La crue ayant lieu en fin d'été, début automne, c'est des cultures d'après-crue d'hiver et de début de printemps, on va dire. À la limite, c'est comme chez nous. Un blé, ça se sème en novembre, ça se récolte un petit peu plus tard que le mois d'avril ou mai, mais c'est le même saisonnement. Simplement, ils ne vivent pas des pluies du ciel, ces cultures, elles vivent du stock d'eau constitué dans les nappes de la vallée. Alors, s'ils se mettent trop en bordure de vallée, là où l'inondation ne dure pas longtemps, l'eau arrive et se retire, ça sera insuffisamment alluvionné, insuffisamment imbibé. S'ils se mettent trop près des parties basses, où l'eau se retire beaucoup plus tard, voire certaines années pas du tout, il reste des marécages un peu partout, eh bien, et la culture commencera trop tard. Et puis si jamais il y a un petit retour de crue, ça va être là que l'inondation va arriver d'abord et les semis vont être noyés. Donc la zone cultivable sans aménagement est assez limitée. C'est peut-être le tiers des surfaces inondables de la vallée et peut-être le quart des surfaces inondables du delta. Parce que dans le delta, il y a d'énormes zones où l'eau se retire pas suffisamment ou pas tous les ans. Donc, sans aménagement, les cultures... Alors, ces cultures se portent éminemment bien. C'est pas simple, parce que de coloniser la vallée ainsi. Parce que d'abord, il faut installer des villages, il faut s'assurer qu'ils sont à l'abri de la crue, il faut quelquefois les construire sur des monticules naturels ou artificiels. Deuxièmement, il faut faire très attention, c'est pas un milieu très sain, cette espèce de marécage saisonnier. C'est pas très sain, il y a plein de maladies tropicales dues à l'humidité, etc. Et troisièmement, il y a quand même les risques de crues qui menacent les cultures. Il peut toujours y avoir des crues intempestives et qui menacent éventuellement les habitations si ça monte trop haut. Et puis, il y a des années où il n'y a pas assez de crues et ce qu'on a l'habitude de faire marche pas très bien. Soit excès, soit insuffisance. On est livré à une force extraordinaire qui est le Nil et qui devient l'espèce de dieu avec le soleil et le Nil, c'est la vie, quoi. Et il ne faut pas s'étonner que les Égyptiens adorent et le soleil et le Nil et bientôt Pharaon qui incarnera et le soleil et le Nil. Alors, donc, on en est là. Alors, la population
de la vallée augmente beaucoup, parce que ces cultures alluvionnées et disposant de ressources en eau très abondantes à la bonne saison, ça permet de nourrir sur un tout petit territoire une assez grande population. Bon, on va faire en gros, chaque année sur les alluvions les plus propices, on va faire la moitié des terres, on va dire en blé ou en orge, et puis l'autre moitié des terres, ça va être des lentilles, des pois, c'est-à-dire des légumineuses fournissant des protéines. Et aussi, on va faire très anciennement, 5000 ans presque avant l'Europe du Nord, on va faire des cultures fourragères qui donc, avec les légumineuses alimentaires et les légumineuses fourragères, le trèfle, la gesse ou autres, vont être en rotation pratiquement annuelle. Non, en biennale. Il va y avoir une rotation biennale, une année des légumineuses alimentaires ou fourragères, une année des céréales. Parce que le bétail va terriblement manquer de fourrage pendant la crue, parce qu'il ne peut pas fréquenter la vallée, et pendant la saison sèche, le bétail va beaucoup manquer de fourrage. Et donc, on est obligé, très anciennement, des milliers d'années avant nous, de faire vraiment des cultures fourragères. Et le trèfle d'Alexandrie, qui porte un nom bien caractéristique, viendra de ça. Donc d'emblée, des rotations très intensives qui permettent de nourrir beaucoup de monde. Mais c'est évident que le territoire ainsi cultivable est relativement limité. Et donc, ce qu'on voit, on ne va pas creuser leurs intentions, mais ce qu'on voit, c'est que bientôt, on aménage dans la vallée de manière très discontinue, d'une boucle du Nil à une autre boucle du Nil. On voit que sont aménagés ce qu'on appelle des bassins, ce que nous appelons des bassins de crues et de décrues, comme on voudra. C'est des bassins de crues. Ça consiste à boucler, à fermer une boucle de la vallée par une digue en limon du Nil, hein, donc une digue en terre qu'il faut reconstruire, entretenir de manière très régulière, de manière à ce que quand la crue arrive, on ouvre la digue et on laisse rentrer la crue dans cette fraction de vallée, cette poche de la vallée, et aussitôt que la crue a atteint un niveau suffisant, de l'ordre de 1 mètre, on ferme la digue, de manière à ce que si la crue est trop courte cette année-là, on a piégé un volume d'eau suffisant pour alluvionner et constituer une réserve d'eau suffisante dans cette partie de la vallée. C'est des bassins individuels qui aménagent la crue pour la rendre plus efficace. Deuxièmement, la digue peut aussi servir si jamais une fois qu'on l'aura vidé fin novembre, si jamais on referme la digue, si jamais il y a une nouvelle crue, cette fois on ne la laisse pas rentrer et elle ne peut pas noyer les semis qu'on aura fait entre-temps. Donc s'il y a une crue tardive, cette digue protège, donc permet de piéger la crue et deuxièmement de protéger des crues tardives. Et alors, les terres de ce morceau de vallée là, de cette demi-vallée prise dans la boucle, eh bien, les terres de ce morceau de vallée vont être non pas cultivables seulement une partie d'entre elles, mais en gros la totalité d'entre elles. Alors, évidemment, ce qu'il faut quand même, c'est s'assurer... Alors ensuite, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils s'aperçoivent que si on veut encore rendre plus efficace cet aménagement, il y a parfois intérêt à creuser un canal en amont qui prend l'eau un peu plus haut dans la vallée, même si le niveau des eaux est insuffisant. Si la crue est insuffisante, ça permet d'amener de l'eau dans ce bassin. C'est-à-dire même une année où la crue ne monte pas assez haut, on arrivera à amener de l'eau dans ce bassin. Deuxièmement, les années où la crue ne baisse pas assez vite ou pas assez, on peut faire un autre canal en aval qui emmène l'eau beaucoup plus bas, à l'écart en quelque sorte du lit du Nil. On a donc un canal qui dérive en amont pour amener de l'eau en cas de besoin et un canal qui dérive en aval pour emmener de l'eau plus bas en cas de besoin. Donc tout le principe de l'aménagement de la vallée est ainsi constitué. Ensuite, alors ça, c'est à une époque où, au fond, il n'y a que des villages dans la vallée.
Donc ce sont des aménagements villageois et paysans. Ça, c'est un peu avant, il y a 5000 ans. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que des cités-États se constituent dans la vallée, dans des zones où il y a les premières cités-États, presque de l'histoire. Hein, parce que où est-ce qu'il y en aurait eu d'autres avant? Peut-être en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus, mais c'est pratiquement les premières cités-États de l'histoire. Eh bien, et on s'aperçoit que ces cités-États sont installés alors dans des tronçons de vallée généralement beaucoup plus longs et beaucoup plus larges. Et ça coïncide avec un aménagement de bassins de décrue qui, cette fois, ce n'est pas simplement une petite boucle de la vallée qui est fermée par une digue, mais c'est cet très grand morceau de vallée assez long, plusieurs dizaines de kilomètres, et assez large, 10 ou 15 kilomètres, qui est fractionné alors en différents bassins. Bassins longitudinaux, hein, de l'amont vers l'aval, on construit des digues qui sont pas au même niveau, puisqu'il y a une pente d'environ 1 centimètre par... Je vais réfléchir. Et donc, ils sont en escalier, en fait, ces bassins. Si vous regardiez ça aujourd'hui, vous verriez absolument pas que c'est des escaliers, parce que c'est une pente très, très, très faible. Mais n'empêche qu'on peut alimenter les bassins les uns après les autres, en cascade, ou alors avoir un canal d'amener qui les remplit tous, les uns après les autres, si le canal est latéral, soit côté Nil, soit côté chaîne arabique ou côté plateau libyque. Et quelquefois, si la vallée est très large, comme il y a une dénivelée entre le centre de la vallée où les aliments grossiers s'accumulent d'abord et ensuite les éléments fins vers le bord, il y a aussi une pente transversale. Et quelquefois, ces bassins sont également fractionnés depuis le centre de la vallée jusqu'au bord de la vallée. Donc, tout ça pour ne pas avoir 4 mètres d'eau dans certains endroits et 50 cm d'eau dans certains endroits. Vous faites en somme des aménagements en escalier, très peu dénivelés, mais suffisamment dénivelés pour que dans chaque bassin, on ait de l'eau, on en est à peu près sûr, qu'on en ait environ 1 mètre, peut-être 80 cm dans la partie où la terre est la plus haute et peut-être 1,50 m dans la partie où elle est la plus basse, puis on recommence en escalier et ainsi de suite. Alors, autant les aménagements très localisés et limités, les premiers bassins dont on a parlé, pouvaient être faits par des villageois tout seuls au voisinage de leur village qui se développait, autant ces aménagements ne peuvent pas être faits par un village. Ils sont faits par des dizaines de villages qui s'échelonnent le long de la vallée et il faut qu'ils soient absolument coordonnés. Et d'une certaine manière, la constitution d'une cité-État dans laquelle on suppose qu'il y a eu une embryologie d'administration qui s'est constituée, une espèce d'administration hydraulique, paraît indispensable à l'aménagement de ces grands tronçons de vallée. Étape suivante, tous les grands élargissements de la vallée, depuis Assouan jusqu'au niveau du Caire aujourd'hui, sont unifiés dans un royaume qui s'appelle le royaume du Sud, ou quelque chose comme ça. Et tous les aménagements du delta sont regroupés, toutes les cités-États du delta se regroupent dans un royaume du Nord, qui constitue l'époque des 2 royaumes qui précèdent un siècle ou deux l'époque de l'unification pharaonique. Alors, c'est évidemment par la guerre qu'une cité-État, plus puissante que les autres, conquiert et domine petit à petit les autres pour constituer et le royaume du Sud et le royaume du Nord. Et c'est évidemment par la guerre entre le royaume du Nord et le royaume du Sud que le royaume du Sud, en amont donc, va conquérir et dominer le royaume du Nord pour former le royaume unique, le royaume unifié, pharaonique, qui s'appelle aussi l'empire des 2 royaumes, hein, c'est-à-dire du Nord et du Sud. Alors, est-ce qu'il y a un bénéfice hydraulique à cette unification du Sud et puis du Nord et puis des 2? Oui. Parce qu'en fait, entre
un élargissement de la vallée aménagé par une cité-État et l'aménagement suivant de la vallée aménagé par une autre cité-État, il y a une interdépendance hydraulique. C'est-à-dire que les canaux d'évacuation de la fraction amont deviennent pratiquement les canaux d'alimentation de la fraction aval. Et successivement, je dirais pratiquement jusqu'à la mer. C'est-à-dire que, deuxièmement, quand il n'y a pas assez d'eau pour la crue, comment va-t-on faire pour que depuis Assouan jusqu'à presque Alexandrie, tous les bassins aménagés du sud au nord du pays soient approvisionnés en eau? Bien, il n'y a qu'une méthode, c'est d'endiguer le Nil très serré, de manière à ce que l'eau qui coule dans la vallée étroite du Nil monte assez haut pour alimenter les canaux successifs d'approvisionnement en eau des bassins. Donc il faut endiguer le Nil pour faire monter la crue dans le lit mineur, on va dire, hein, et pour le faire, pour s'assurer qu'il déborde dans les canaux et remplit les bassins. Deuxièmement, si au contraire la crue est trop puissante, eh bien, il faut que ces digues-là, et plus elles sont étroites, plus elles devront être hautes. Il faut que ces digues-là, depuis Assouan jusque dans les bras du delta, soient suffisamment hautes pour éviter les dégâts dus à une crue excessive. Autrement dit, il y a une utilité à coordonner tous les aménagements depuis Assouan jusque dans le delta et à aménager des digues élévatrices de crues, on va les appeler, et protectrices de crues excessives, deuxième aspect. Donc, je ne suis pas en train de dire que les nécessités de l'aménagement hydraulique déterminent la constitution des organisations politiques successives de la vallée du Nil. Mais j'ose pas dire ça. Mais c'est bien évident que ce n'est pas indépendant. On n'aurait pas pu aménager sans. Alors c'est peut-être pas la nécessité de l'aménagement qui fait qu'on va arriver à cette concentration politique. Non. Mais sans cette concentration politique, il n'y aurait pas eu cet aménagement. Ça, par contre, c'est sûr. Alors, ça ne détermine pas, mais il faut attendre le temps que ça se fasse pour que l'hydraulique se fasse, correspondante se fasse. Ça, c'est clair. Bon, on arrête cette dialectique qui n'est intéressante que jusqu'à un certain point. Mais depuis le début, alors donc l'unification, on va dire, politique et hydraulique de la vallée se fait à peu près il y a 5000 ans. Le premier pharaon, on pense aujourd'hui qu'il date d'il y a 5300 ans. Mais enfin, on a des traces si peu fiables. Et ce qu'on constate, qui vérifie un peu la nécessité de cette organisation politique pour rendre la vallée du Nil pleinement aménagée et pleinement productive, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise politique, avec dissolution de l'État centralisé, passage par des phases de royaumes intermédiaires ou même retour à des cités, à des espèces de principautés, on va les appeler comme ça, un peu féodales, non unifiées, eh bien on constate que l'hydraulique générale s'effondre et que la population de la vallée du Nil est divisée par deux dans les phases de décadence, on va dire, politique et hydraulique. L'ancien empire, le premier empire, se constitue ainsi il y a à peu près 5000 ans, et puis il se défait 1000 ans ou 1500 ans après, je n'ai pas les dates très précises en tête, et se reconstruit ensuite. Le processus de réunification politique et hydraulique se refait au Moyen Empire, redécadence 1000 ans plus tard, période intermédiaire de décadence, et puis le nouvel empire qui se reconstitue ensuite. Donc cette corrélation se vérifie plusieurs fois. Une question quand même intéressante, c'est de se poser la question, est-ce que c'est la crise politique qui détermine la crise de l'hydraulique, ou est-ce qu'il y a, indépendamment du politique, une crise hydraulique, on va dire une crise écologique, qui peut se faire, même si le régime politique est en place. Eh bien, moi j'ai pensé souvent que c'était la crise politique qui déterminait la crise hydraulique, et j'ai pensé ça, c'est la première idée qu'on a,
eh bien, les travaux un peu récents de certains historiens qui travaillent au Caire montrent qu'il y a sans doute une crise hydraulique. Et on a du mal au début à comprendre. Mais en réalité, quand vous aménagez la vallée du Nil en bassin, du sud au nord, quand vous vous assurez que toute cette vallée va être bien, que tous ces bassins vont être bien remplis d'eau tous les ans, qu'il va y rester à coup sûr sous une épaisseur suffisante pendant 3 mois, mais qu'est-ce que vous faites? Vous organisez l'alluvionnement des bassins. Et vous le rendez peut-être, en tout cas, plus efficace, entre guillemets, que s'il n'y avait pas de bassin. Même sans bassin, le Nil est alluvionné tous les ans, bien sûr. Mais là, vous vous assurez qu'il y a un dépôt maximum de limon partout. Et de toute façon, au bout de 1000 ans ou 2000 ans, le fond de vos bassins, il est monté de 1 mètre ou de 2 mètres. C'est-à-dire que l'alluvionnement modifie la topographie et le niveau général de la vallée et rend à un moment ou à un autre caduque tout votre système d'approvisionnement en eau, d'évacuation de l'eau et éventuellement de concentration de la crue et d'élévation et de protection contre les crues excessives. C'est-à-dire que l'alluvionnement rend, au bout de 1000 ou 2000 ans, 1000 ans, ça fait 1 mètre de limon, hein. 2000 ans, ça fait... Et si on accentue un peu l'alluvionnement par les bassins, ça fait peut-être un peu plus, ça peut faire 2 mètres. Autrement dit, on rend petit à petit caduques les aménagements de chaque période. Alors, la question, c'est peut-être qu'une administration centralisée, efficace, qui se règle pendant 1000 ans sur un régime qui marche, puis un beau jour, ça ne marche plus, peut-être qu'elle est trop, comment dirais-je, sclérosée pour inventer et reconstruire un nouveau système. Peut-être qu'un système bureaucratique centralisé est incapable de faire face et de surmonter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le font pas. Et par contre, dans la phase de décomposition et d'indépendantisation des tronçons de vallée, petit à petit, la société égyptienne, village d'abord, cité-État ensuite, 2 royaumes en troisième, et puis 4e unifié, elle se reconstruit politiquement et elle réinvente un système, elle refabrique un système hydraulique qui marche. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Alors, cela dit, il n'y a pas que le système des bassins de décrue. Dans la vallée du Nil, il y a aussi des systèmes de culture irrigués. Alors, où et quand est-ce qu'on irrigue? Bien, premièrement, on irrigue en période de basse eau, à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, jusqu'à la crue. On peut irriguer les parties de la vallée qui sont assez proches, qui sont basses, et qui sont assez proches des nappes, sans pour autant être des marécages. Si c'est des marécages, il faudrait d'abord les drainer. Mais entre les parties où il y a la décrue qui marche bien, et puis les parties qui restent sous l'eau, parce qu'on ne peut pas évacuer l'eau, il y a toute une zone où, au fond, même pendant l'été sec, pendant l'étiage, les nappes ne sont pas tellement profondes. Et si on les protège de la crue, ou si même si on a cultivé du blé de décrue, on peut éventuellement puiser l'eau dans les nappes qui sont à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. et arroser les parties basses de la vallée non submergées et qu'elles aient ou non bénéficié de la crue. Donc on va développer là des systèmes de culture irriguée qui vont soit prolonger les cultures d'hiver, on peut irriguer le blé pour le faire survivre dans des endroits où il aurait peut-être difficilement survécu, on peut faire du lin, et on peut faire des pois et des lentilles, mais on peut aussi faire des cultures qui ne sont pas des cultures d'hiver, c'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas de légumes qui sont très intéressants à cette époque. Et quand les cultures d'Asie extrême vont arriver dans la vallée du Nil, amenées par Alexandre le Grand ou ensuite par les Arabes, ou bien quand les cultures américaines vont arriver dans la vallée, eh bien, la canne à sucre, le maïs venu d'Amérique, le riz venu d'Asie,
et le coton, venu d'abord d'Afrique et ensuite d'Amérique, il y avait un coton africain, vont pouvoir être cultivés en culture irriguée, on va dire, de fin d'hiver, de printemps et de tout à fait début d'été, avant la crue. Donc, culture irriguée, de saison sèche, on va dire, dans les bas-fonds de la vallée et du delta. Mais aussi pendant la crue. Quand la crue est au bord du sommet des digues, on voit qu'il y a un système de culture irriguée qui, entre juillet et novembre, fonctionne depuis le sud de la vallée jusqu'au nord de la vallée, cette fois, qui sont des cultures irriguées d'automne, en pleine crue. Et là, on puise l'eau directement dans le Nil, dans ses bras ou dans les bassins qui sont inondés. Pendant la crue, on fait des cultures irriguées au-dessus du niveau de la crue, en remontant l'eau, etc. Alors, quelles sont l'étendue de ces cultures irriguées va évidemment dépendre des capacités de puisage de l'eau. Parce que si on peut puiser l'eau à 1 mètre, c'est ce qu'on peut faire avec un seau ordinaire, en gros, on va irriguer une toute petite surface, parce que c'est long, pénible, etc. Si on a un seau à balancier, ce qu'on appelle aujourd'hui le chadouf, mais à l'époque, l'Égypte n'était pas arabe, et donc ça n'avait rien à voir avec... on appelle ça le chadouf, mais c'est un seau à balancier en français. Donc le seau ordinaire, ça vous permet de puiser jusqu'à 1 mètre. Le seau à balancier, ça vous permet de puiser peut-être efficacement jusqu'à 2 mètres. Et puis ensuite, vous avez la vis d'Archimède, tout à fait pas pour mémoire, ça permet de remonter l'eau sur très peu. Mais après, vous avez les roues à godets et les chaînes à godets, c'est-à-dire que, bon, c'est le principe que vous connaissez, qui permettent alors de puiser jusqu'à 3, 4, 5, 6 mètres. Et au fur et à mesure que ces instruments, Ancien Empire, grosso modo, c'est uniquement le seau ordinaire, avec palanche pour porter 2 seaux à la fois. Ça, c'est des gravures égyptiennes que j'ai reproduites un peu en les simplifiant. Ensuite, vous avez donc le puits à balancier, ou le chadouf, comme on dit quelquefois. Et puis, vous avez la noria. Alors, au fur et à mesure que Ancien Empire, grosso modo, c'est le seau ordinaire, Moyen Empire ou Second Empire, c'est le chadouf, et Nouvel Empire, c'est la roue à godet ou la chaîne à godet, qui repose sur le même principe, et qui venait, semble-t-il, tout ça de Mésopotamie. Pour ce qui est des bassins, je pense que c'est comme ça. Oui, j'aurais dû vous montrer ça pendant que je parlais. Alors, bon, les reliefs sont très très accentués, hein. On voit à gauche, vous voyez le plateau libyen avec ces couches inclinées qui descendent vers des oasis qui ne sont pas représentées, puis la chaîne arabique qui est très accentuée. Et puis vous avez les différentes phases d'alluvionnement de la vallée qui se font donc aux périodes où l'alluvionnement se fait dans les périodes chaudes. Et le creusement de la vallée se fait dans les périodes glaciaires. Alors vous avez les aménagements en bassin, vous avez le premier bassin élémentaire dans une espèce de poche de la vallée. Et vous avez les systèmes de bassins transversaux et longitudinaux dont je vous ai parlé. Mais je ne suis pas sûr que les dessins soient plus faciles à comprendre que ce que j'ai dit. Enfin, je vous les laisse. Voilà. Alors par contre, à partir du Moyen-Âge, on va commencer à utiliser l'énergie animale pour faire marcher les machines à remonter l'eau. À l'époque antique, où l'Égypte est colonisée par les Romains, qui ont besoin de blé et qui colonisent l'Égypte, entre autres pour ça, les roues à godets sont actionnées généralement par des esclaves. Mais à l'époque arabe, donc au Moyen-Âge, on utilise de plus en plus l'énergie animale, et on commence à utiliser l'énergie éolienne, c'est-à-dire les moulins à vent. Alors, arrive... Bon, l'Égypte, des bassins de décrue et des cultures irriguées ainsi conçues, elle peut nourrir environ 5 millions d'habitants. Ce qui est pour l'époque énorme sur une petite surface. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Napoléon arrive en Égypte,
il y a moins de 3 millions d'habitants en Égypte. Et donc on est dans une espèce de période de décadence hydraulique, même s'il y a un État qui est l'État ottoman, qui était censé administrer cette Égypte. Mais l'État ottoman n'est pas un État hydraulique. Il n'a pas cette organisation, cette compétence, etc. Par contre, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que effectivement, les plantes asiatiques, la canne à sucre, le riz, les plantes américaines, le maïs et le coton, sont arrivées en Égypte. Et l'Égypte de l'époque napoléonienne, elle présente un intérêt stratégique anti-anglais, si on peut dire. Mais elle présente, c'est aussi une région où il fait chaud, et donc c'est finalement la région, on va dire, tropicale, humide à cause de la crue et du Nil. C'est la région tropicale la plus proche de l'Europe occidentale, qui a besoin de sucre, qui a besoin de coton. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas la betterave à sucre, ou enfin c'est très embryonnaire, qui a besoin de coton, et il y a les manufactures anglaises et françaises qui se font concurrence. Et donc, l'Égypte est pensée par Napoléon, et sera pensée ensuite par les Anglais, comme une base d'approvisionnement en produits tropicaux très précieux à l'époque, qui étaient le sucre et le coton. Et l'épisode Napoléon se termine très vite, mais parmi les gens qui avaient combattu Napoléon, et dont l'un qui s'appelle Méhémet-Ali devient un espèce de nouvel empereur de Chine au début du 19e siècle, ce qu'a compris Méhémet-Ali, c'est qu'il fallait moderniser l'Égypte pour éviter d'être conquis par l'Occident, les Français ou les Anglais. Et donc l'objectif fondamental de Méhémet-Ali, qui sera celui de Nasser et celui de beaucoup de gouvernements essayant d'échapper à la colonisation au XIXe siècle, ou se défendant, c'est de créer une industrie égyptienne qui lui permet d'être une puissance capable de résister aux puissances occidentales, qu'on appelait à l'époque les puissances tout court d'ailleurs. Alors, donc Méhémet-Ali a un projet d'industrialisation, mais comme aujourd'hui beaucoup de pays, son projet d'industrialisation, ça suppose qu'il importe des techniques, donc des techniciens, et des matières premières, des machines d'Occident, pour rattraper le retard de cet Orient-là par rapport à l'Occident. Et donc Méhémet-Ali découvre très clairement que pour financer cette modernisation, il doit avoir une base d'exportation, et sa base d'exportation, c'est potentiellement le sucre et le coton, pour simplifier. Seulement, le sucre, la canne à sucre, c'est une plante pérenne qu'il faut cultiver plusieurs années de suite et qu'on récolte chaque année. Et ça ne peut donc pas être une culture de décrue, c'est une culture irriguée. Et le coton, c'est une culture qu'on sème, en gros, en Égypte en mars, et qu'on va récolter au mois d'octobre ou de novembre. Et donc, ça ne peut pas non plus être une culture de décrue. C'est forcément une culture irriguée. Donc, la clé de ce développement agro-exportateur pour financer la modernisation, c'est le développement de l'irrigation. Alors, les étapes de cette nouvelle hydraulique, qui est celle du 19e siècle, avant d'être celle du 20e siècle, les étapes, en gros, c'est ça. Première étape, on n'a pas des moyens grandioses, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye d'utiliser les anciens canaux d'amener de la crue et d'épandage de crue, on essaye de les utiliser pour faire de l'irrigation. Alors pour ça, il faut évidemment éliminer la crue, c'est-à-dire mettre le territoire en question à l'abri de la crue, puisque sinon on va noyer la canne à sucre sous la crue, on va noyer le coton, enfin on ne pourra pas faire du coton. Donc il faut faire des digues contre la crue. Alors on fait ça d'abord dans le delta, bien sûr, et dans les parties un peu hautes, mais il ne faut pas non plus se mettre trop haut, parce que plus on se met haut sur le terrain, c'est pas très visible, mais imaginez qu'il y a quand même des dénivelés de quelques mètres. Et si on se met trop haut, il faudra aller chercher l'eau pendant la période de basse eau, il faudra aller la chercher trop bas. Donc c'est pas simple.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage les anciens canaux d'épandage de crues, on les surcreuse un peu pour qu'ils soient pleins d'eau à la période de l'étiage, et on met des roues à godet ou des chaînes à godet pour remonter cette eau qui est déversée dans des canaux d'irrigation qui vont aller irriguer toute la partie de la plaine du delta qu'on veut irriguer. Le seul problème, c'est que ces canaux d'irrigation surcreusés, ils ont quand même tendance à s'envaser, et puis l'eau, elle a quand même aussi tendance à s'en aller. Alors pour empêcher l'eau de s'en aller, pour garder de l'eau dans la période d'étiage, dans ces canaux anciennement de crue, qui sont devenus des canaux d'irrigation surcreusés, on va les fractionner. Mais en les fractionnant, on favorise leur envasement. Et donc ça marche vraiment très très mal. On arrive à peine à élargir les 25% de terres irriguées qu'on pouvait irriguer avec les systèmes, on va dire, antiques et médiévaux. Donc ça ne marche pas, c'est une tentative échouée. Alors on imagine ce que Napoléon et ses ingénieurs avaient déjà imaginé au tout début du siècle, on imagine de barrer alors les bras du delta. Pour faire monter l'eau dans ces bras du delta, ce n'est pas des barrages réservoirs, le but c'est de monter l'eau pour qu'on puisse... Donc de relever l'eau dans les bras du delta, voire sur les deux bras à la fois, c'est le barrage de la pointe du delta qui existe encore, qui s'appelle Métali. On imagine de relever l'eau dans les bras du delta de manière à approvisionner en eau d'un niveau plus élevé les fameux canaux d'irrigation, de manière à irriguer plus de terres, y compris des terres plus hautes, sans aller puiser à des profondeurs impossibles. Alors, c'est l'époque des barrages élévateurs du delta. Grosso modo, on en arrive là au milieu du siècle. Et au fond, du temps de Métali, ça ne marchera jamais tout à fait, parce que le premier barrage fuit, il faut le refaire. Bon, ça finira par marcher quand les Anglais auront pratiquement occupé l'Égypte, etc. Non pas parce que les Anglais le font mieux que les Égyptiens, mais parce qu'il a fallu tous ces échecs pour apprendre à faire des barrages élévateurs qui marchent. Et là, on élargit sérieusement, quand ça marche, c'est d'ailleurs dans la deuxième moitié du 19e siècle, on élargit beaucoup les cultures irriguées dans le delta. Fin du siècle, début du XXe siècle, on imagine de faire des barrages élévateurs, cette fois dans la vallée. D'abord, on va dire, dans la basse vallée, ou un peu en amont du Caire et de la pointe du delta, puis dans la moyenne vallée, puis dans la haute vallée. Et donc, ce début de XXe siècle, il est marqué par l'extension progressive des cultures irriguées qui étaient cantonnées dans le delta surtout jusque-là, leur extension dans l'ensemble de la vallée, en partant du nord et en remontant vers le sud. Le seul problème, c'est qu'on s'aperçoit très vite que pour on fait ces aménagements et donc techniquement ça marche, on arrive à avoir de l'eau pour irriguer en aval de tous ces barrages, sauf que à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau dans le Nil pendant la période d'étiage pour pouvoir élargir l'irrigation. Les aménagements élévateurs de l'eau marchent, mais le débit du Nil pendant l'été n'est pas suffisant pour approvisionner toutes les régions ainsi aménagées. Et donc, il faut stocker de l'eau à Assouan. Il faut stocker de l'eau en amont. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec les barrages. Enfin, ça a à voir, c'est la conséquence des barrages élévateurs, mais c'est un barrage totalement différent. C'est un barrage réservoir. Et il faut le faire évidemment en amont de tout le dispositif pour redistribuer l'eau dans tout le dispositif. Par la vallée du Nil, on rejette l'eau dans la vallée du Nil. Et on construit un premier barrage, je crois en 1906, avec un volume d'eau très, très, très modeste, mais qui permet d'élargir un peu l'irrigation. On surélève ce barrage quelques années après, c'est à l'époque donc anglaise, pour élargir encore un peu l'irrigation. Mais tout ça, au fond, ça suffit pas tout à fait à irriguer toutes les anciennes terres couvertes par la crue. Mais pas loin. Mais n'empêche que le projet de construire un grand barrage à Assouan, qui cette fois stockerait
toute la crue. C'est-à-dire une crue annuelle qui varie entre 60 ou 70 millions de mètres cubes et 120. Et un barrage qui non seulement stocke la petite crue de 60 millions, mais ni même la crue moyenne de 80 ou 90 millions, mais qui est capable de stocker la crue maximum jamais enregistrée, c'est-à-dire 120 millions de mètres cubes. Avec comme idée que plus on a d'eau dans Assouan, plus on pourra irriguer non seulement l'ancienne vallée, mais les nouvelles vallées qui élargissent l'ancien territoire couvert par la crue, et que, en plus, comme on stocke aussi les limons, il faut anticiper sur le remplissage progressif de ce barrage. Donc ce projet, apparemment un peu dément, naît dans la tête des ingénieurs grecs, anglais, français et égyptiens au début du XXe siècle. Mais le problème, c'est évidemment le financement. Et donc, l'Égypte devient indépendante, enfin à moitié indépendante, et puis avec Nasser, elle devient vraiment indépendante. Et d'une certaine manière, Nasser, il reprend le projet de Mehmet Ali, et il veut maximiser les cultures irriguées, et donc il veut construire le grand barrage d'Assouan, celui qui existe aujourd'hui et qui bloque les eaux du lac Nasser, c'est comme ça que ça s'appelle. Et Nasser, il a une difficulté comme tout hydraulique qui se respecte, il a des difficultés financières pour arriver à réaliser ce projet. Alors au début, c'était en fait les Américains, peut-être la Banque mondiale qui devaient financer, et puis comme Nasser ne fait pas que des choses qui plaisantes pour l'Occident, on le menace ou on décide de ne pas le financer. Il nationalise le canal de Suez. Alors là, vraiment, l'Occident ne veut plus financer. Alors il se tourne vers les Russes et finalement, c'est les Russes qui financent et qui font le grand barrage d'Assouan. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce XXe siècle où finalement l'irrigation s'est généralisé dans la vallée, les bassins de décrue ont complètement disparu et la vallée est littéralement sillonnée barrée de différents barrages élévateurs, sillonnée de grands canaux d'irrigation, de petits canaux et au début du siècle encore complètement animés par les roues à godets qui étaient entraînées soit par des éoliennes, enfin soit par des moulins à vent on va dire, soit par des tourniquets tirés par des bœufs, des ânes, des dromadaires, tels qu'on peut encore en voir quelques-uns aujourd'hui en Égypte, eh bien, c'est qu'effectivement, l'irrigation s'est complètement substituée au système de décrue. Elle a même gagné, elle a même élargi l'ancienne vallée inondable, c'est-à-dire que la surface irriguée en Égypte aujourd'hui est supérieure à l'ancienne surface cultivée des bassins de décrue, et on est pratiquement passé partout à la double culture annuelle, c'est-à-dire chaque terrain est cultivé en hiver par irrigation et en été par irrigation, puisqu'il n'y a plus de crue, l'irrigation est permanente. Enfin permanente, ça veut dire que tous les 15 jours en hiver et tous les 8 jours en été, il y a un tour d'eau qui est organisé dans chaque secteur de la vallée. Il y a l'eau qui est distribuée, qui est remontée par les motopompes ou les norias, qui est redistribuée dans des petits canaux, et puis dans les petits canaux, hop, on fait des ouvertures pour irriguer chaque carré de culture dans la vallée du Nil. La vallée du Nil est quadrillée de petits champs irrigables par dérivation des canaux tertiaires, alors que l'eau des canaux primaires et l'eau des canaux secondaires est en dessous du niveau des terres en général. Donc il faut toujours la remonter. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et qu'est-ce que les paysans ont fait au XXe siècle ? Eh bien, ils ont absolument généralisé la double culture annuelle. Donc d'hiver, c'est plutôt le blé, l'orge, des fourrages d'hiver comme le trèfle. Pendant l'été, c'est du coton, du maïs fourrage, du maïs grain ou du sorgho. Et il y a les régions du sud qui sont en culture permanente de canne à sucre,
dans une large mesure, et les régions du nord où dans le bas delta on cultive même du riz parce qu'il y a plutôt un excès d'eau qu'on n'arrive pas à évacuer, etc. Donc il y a une vraie régionalisation en Égypte. C'est pour ça que j'aurais dû dire différenciation. Autant le système des bassins de décrue avait une certaine monotonie, uniformité du sud au nord, autant les systèmes de culture irriguée sont très différenciés. Il n'y a pas l'agriculture de la vallée du Nil, il y a les agricultures de la vallée du Nil et du delta. Et je peux vous dire qu'elles sont très très différentes aujourd'hui. C'est des systèmes de production régionalisés, spécialisés. Ça ne veut pas dire des monocultures spécialisées. Quand vous avez dans le delta et autour du Caire, vous avez des cultures légumières qui sont échelonnées d'un bout de l'année à l'autre, qui sont d'une complexité extraordinaire. Mais ce qui est la caractéristique de cette agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle est étroitement associée à l'élevage. Parce que les paysans de la vallée du Nil ont des très petites surfaces, entre 1/4 de hectare et 2 hectares, on va dire. Et évidemment, ils font un maximum de valeur ajoutée par unité de surface. Et qu'est-ce qui donne un maximum de valeur ajoutée par unité de surface? Les cultures légumières, les cultures florales, et les productions végétales transformées par les animaux. C'est-à-dire que la bufflesse ou la vache faisant du lait dont les paysans tirent du fromage qui est ensuite vendu de manière assez directe, c'est assez extraordinaire. Dans la vallée du Nil, aujourd'hui, on produit les rendements en céréales, pour donner une idée, sont de l'ordre de 80-90 quintaux. C'est-à-dire que c'est supérieur au rendement moyen français, c'est le double du rendement moyen américain, c'est de l'ordre de grandeur du rendement moyen des Hollandais. Et ils élèvent plus qu'une unité de gros bétail à l'hectare, quelquefois 2, en plus des productions végétales. Donc double culture annuelle ou culture pérenne, rendement, donc il y a un degré de sélection des plantes qui sont cultivées et de chimisation, engrais minéraux et produits de traitement très élevés. Hein. Ne vous figurez pas que c'est une agriculture ancienne ou biologique, c'est une agriculture moderne, très intensive, mais elle est à 90% manuelle. Simplement, comme on fait 2 ou 3 cultures dans l'année, il faut pouvoir labourer et ensemencer très vite entre chaque culture. Il ne faut pas perdre trop de temps. Alors là, il y a des entreprises de travaux ou des anciennes coopératives qui ont des tracteurs, et on peut dire que le labour et le billonnage des petites parcelles se fait au tracteur. Mais tous les autres travaux sont pratiquement faits, quelquefois avec des animaux, avec arrière ou autres instruments, mais la plupart du temps à la main. Donc c'est une agriculture à la fois très moderne, avec de très hauts rendements, un très haut niveau de transformation et de technicité, mais une productivité qui reste relativement faible à cause de la très faible surface par travailleur. Et évidemment, les prix agricoles en Égypte, maintenant que c'est libéralisé, sont très bas. Le prix du coton, c'est le prix international du coton, c'est-à-dire un prix qui est effroyablement déprimé par des gens qui ont des très grandes surfaces aux quatre coins du monde, ou alors qui sont entièrement subventionnés, comme les producteurs de coton américains ou du sud de l'Europe. Donc, en matière de céréales, les prix sont effroyablement bas. En matière de sucre, vous imaginez un peu, on en reparlera dans les prochaines leçons. Et malheureusement, l'Égypte ne fait pas partie du marché commun. Et donc, sa spécialisation légumière, florale, fruitière, qui effectivement pourrait être une solution dans un système d'échange international, ben, elle fonctionne très mal parce qu'ils ils font pas partie. D'abord, ils sont un peu loin pour ça, c'est moins pratique, mais et puis ils font pas partie, ils n'ont pas un traitement privilégié de la part du grand marché européen. Voilà pour l'Égypte. Donc une agriculture depuis 5000 ans très extraordinaire, qui d'une certaine manière est très très loin d'être archaïque comme on pourrait l'imaginer. Alors, système hydrorisicole, je contrôle l'heure, ça fait 1 heure. Système hydrorisicole, on va aller très vite. Vous savez qu'il y a 10 000 ans, les villageois du moyen fleuve jaune commencent aussi à cultiver des plantes, à élever des animaux. Il y a à peu près 9 000 ans, ces villageois
étendent leurs activités vers l'est de la Chine et y domestiquent le soja vers l'est du moyen fleuve jaune. Et puis ils s'étendent vers le sud et sur le fleuve bleu, ils domestiquent une plante qui n'était pas présente à l'époque sur le fleuve jaune, qui est le riz. Le riz asiatique, Oryza sativa, qu'on appelait quelquefois indica il y a des dizaines d'années, parce qu'il est venu en Europe à partir de l'Inde, mais en réalité, bon, c'est pas un riz indien, quoique les riz sauvages, il y en a depuis le fleuve bleu jusqu'au Gange. Et personne ne sait, au fond, quel est le premier qui a été domestiqué. En tout cas, partant de Chine, ça s'est plutôt passé comme ça, mais ça ne veut pas dire que les agriculteurs indiens, venant plutôt du Proche-Orient, n'ont pas domestiqué le riz dans la vallée du Gange aussi. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un autre riz qui est le riz africain, qui a été domestiqué beaucoup plus tard dans la boucle du Niger, qui s'appelle Oryza glaberrima. Je crois que c'est un M et pas un N. On a toujours envie de dire glaberina, mais j'ai encore vérifié. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier de manière absolue. Parce que, après tout, la source qu'on utilise, ils peuvent aussi se tromper. Enfin, je trouve très fréquemment, j'ai jamais lu d'articles réglant ce problème, mais les meilleures sources écrivent glaberrima. Alors, on va dire glaberima. Ça me choque un peu, on a tendance à se tromper. Mais c'est un problème secondaire. Et le riz africain, il ne faut quand même pas oublier que ça a donné en partie la riziculture de la vallée du Niger, mais ça a aussi donné toute la riziculture de la côte ouest africaine, de la Casamance, de la Guinée, etc. Donc il y a 2 rizicultures dans le monde. On va plutôt parler de l'asiatique. Alors, les riz, ça peut se cultiver en culture pluviale. Et les premiers riz sont apparemment non pas du tout des riz aquatiques, mais des riz de culture pluviale qui se font, comme on peut encore en voir aujourd'hui aux 4 coins du monde, qui se font sur abatis brûlis, comme on peut faire du blé, de l'orge ou du maïs. Donc, ce n'est pas une culture à ce point particulièrement originale. Mais les rizicultures aquatiques ont une dynamique, donc depuis, on va dire, à peu près 3-4 000 ans, assez extraordinaire. Les riz aquatiques, le premier riz aquatique qui semble avoir été cultivé, c'est du riz flottant. C'est-à-dire c'est un riz qui pousse les pieds dans l'eau, la tige dans l'eau et le panicule, c'est un panicule, c'est pas un épi, panicule constitué de plusieurs groupes de graines, il est flottant. Il est porté comme une fleur de nénuphar par quelques gros pétales qui le font flotter à la surface de l'eau. Et ils sont cultivés dans des plans d'eau naturels qui se remplissent en période des pluies, qui baissent en période, en période sèche. Et donc, comment il fait pour survivre les pieds au fond de ce marécage et la tête au soleil? La tige, en fait, s'allonge quand l'eau monte. Et quand l'eau descend, elle se met en tire-bouchon. Donc, c'est une tige qui s'allonge, qui peut mesurer 4-5 mètres de long et qui se recroqueville quand l'eau descend. Alors, l'essentiel, c'est que depuis le début, depuis la germination jusqu'à la récolte, il soit le pied dans l'eau. Au moment de la récolte, il mûrit, même s'il y a encore de l'eau, il n'y a pas besoin que le marécage s'assèche véritablement pour qu'il mûrisse, parce qu'il est protégé de l'eau par son flotteur naturel. Donc ce riz flottant semble être l'ancêtre des riz cultivés les pieds dans l'eau aujourd'hui. Seulement, on cultive encore des riz flottants dans quelques endroits du monde, mais les riz aquatiques sont aujourd'hui cultivés dans ce qu'on appelle des casiers, c'est-à-dire des plans d'eau artificiels qui sont obtenus en entourant la parcelle à peu près plate ou qu'on plane, en l'entourant d'une diguette de terre de 30 cm de hauteur et de largeur,
qui sert aussi de chemin de circulation entre les parcelles. Et évidemment, on essaye d'utiliser une diguette pour un petit casier qui est d'un côté, et elle sert aussi de diguette pour le casier qui est quelquefois 3, 4, 5 cm plus bas de l'autre côté. Donc, ces casiers sont faits précisément pour pouvoir avoir une nappe d'eau qui noie tous les pieds de riz et qui ne cultivant plus des riz flottants, qui ne vont pas noyer les panicules, etc. Donc, il faut que la nappe d'eau, idéalement, elle ait 10 cm d'épaisseur, mais enfin, ça va pouvoir varier entre, on va dire, 5 cm, ça marche, et puis 15 ou 20 cm, ça marche aussi, à condition de pouvoir régler le niveau au fur et à mesure que la tige monte. Il ne faut pas noyer dès le départ. Alors, comment est-ce qu'on fait pour régler le niveau de l'eau? Eh bien, on évacue cette eau en ouvrant la diguette qui se trouve au-dessus d'un casier qui est en contrebas, qui lui-même peut s'ouvrir casier en contrebas. Et au fond, la culture du riz en casier, on imagine que c'est du riz irrigué ou du riz de décrue, mais pas du tout. C'est du riz pluvial dans sa forme première. En fait, le riz, ça se développe dans des régions où il pleut 2, 3, 4, 5, 6 mètres d'eau. Donc à la saison des pluies, une saison des pluies suffit largement pour remplir un casier sous 20 cm d'eau. Et donc, c'est du riz pluvial en casier. Et celui-là, il n'est pas cultivé dans les régions basses, dans les zones basses, qui sont marécageuses, pas très commodes à aménager, mais il est cultivé au contraire dans les interfluves, pas trop accidentés. On va aménager en escalier une partie de la terre toujours exondée, dans laquelle on va aménager une succession de petits casiers et qui vont être remplis par la pluie. En cas de besoin, s'il y a un cours d'eau qui circule un peu en amont, on peut éventuellement amener un complément d'eau au-dessus du casier le plus élevé, puis en cascade, on va remplir tous les casiers. Ce qui est important, c'est de pouvoir garder l'eau de pluie, de pouvoir l'évacuer en cas d'excès, parce que sinon on noierait le riz, qui n'est plus du riz flottant, et de pouvoir faire sa saison de culture en pleine saison des pluies comme ça. Donc l'étape d'aménagement des casiers, c'est une étape d'élargissement des aires naturelles de culture du riz aquatique. Mais ça reste un riz pluvial. Quand les interfluves sont aménagés, ça c'est l'historique théorique, mais qui correspond à peu près aussi à ce qui s'est passé, on va s'attaquer à l'aménagement des basses vallées. C'est-à-dire des vallées qui, dans des climats de mousson pluviale importantes, sont des vallées inondées une partie de l'année et qui sont des espèces de marécages et de mangroves difficiles à aménager. Il faut les défricher, il faut creuser les exutoires naturels, aménager tout un système de canaux de drainage qui font qu'on peut abaisser cette fois le niveau de l'eau à un niveau qui est compatible avec la survie du riz dans des casiers. Donc deuxième étape, on aménage des casiers dans les basses vallées pour y maintenir un niveau d'eau qui cette fois, dont la difficulté, c'est pas de remplir le casier, c'est de abaisser le niveau des eaux dans cette basse vallée à un niveau compatible avec la culture du riz. Alors, plus on descend dans une vallée, plus on se rapproche du delta, plus il est difficile d'évacuer les eaux. Donc, l'aménagement des vallées, ça commence plutôt par l'amont et par les bords, et puis ça se développe jusqu'au centre de la vallée, et puis dans le delta, et à la fin, dans le delta, vous en arrivez à être obligé de vous protéger des marées pour pouvoir dessaler vos casiers et les empêcher d'être envahis par de l'eau salée. Donc il faut finir par une digue frontale qui vous protège des marées, qui n'existent pas partout. Par exemple au Bangladesh, un des grands drames du Bangladesh, c'est qu'il n'a pas de digue frontale dans le bas delta pour le protéger des hautes marées. Bon, il y a d'autres régions, le fleuve Rouge, il a des digues qui marchent plus ou moins bien, mais il a des digues contre les marées. Alors évidemment, il faut aussi endiguer le fleuve pour qu'en période de crue, il ne vienne pas vous noyer et vous détruire tout ça. Vous prenez l'eau que vous voulez, mais vous ne prenez pas l'eau en excès. Et puis, il faut aménager tous ces canaux pour assainir la vallée, non pas comme une plaine à blé, mais au niveau requis pour
pour une plaine à casier risicole. Donc c'est très difficile. Et là aussi, on constate que l'aménagement des grandes vallées chinoises et indiennes et de tout le sud-est asiatique, c'est lié à la mise en place d'une organisation politique et hydraulique qui conquiert ces territoires privilégiés, mais qui ne peut les conquérir qu'au prix d'aménagements hydrauliques absolument gigantesques qui ne sont pas à la portée, évidemment, des capacités de travail et d'organisation des communautés paysannes de base. Ce qui ne veut pas dire que les communautés paysannes de base ne sont pas capables de pousser les aménagements très loin. Quand on regarde ce que font les paysans de Casamance au Sénégal ou de Guinée, on s'aperçoit que sans pouvoir politique et sans administration hydraulique, ils sont capables d'aménager de très vastes territoires et de manière très méthodique. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas croire qu'il faut nécessairement un État bureaucratique pour aménager l'hydraulique. Simplement, l'histoire s'est faite comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est absolument indispensable. On peut peut-être coordonner les efforts de communautés paysannes. Enfin, il y a des endroits où ça se fait pour que ça marche. Donc, les casiers rizicoles. Alors, autre étape de l'élargissement des territoires cultivables en riz, c'est les versants très pentus. Alors là, il faut effectivement aménager les versants très pentus, toujours en casier, mais il faut que ces casiers soient décalés en escalier avec des dénivelés entre deux rangées. Ils sont aménagés en courbe de niveau. Il y a toute une série de casiers qui sont à un niveau, et puis 1 mètre plus haut, quelquefois 2 mètres plus haut. Dans les Philippines, on voit des aménagements où le mur qui soutient le casier qui vient juste après, et ils font 2 mètres de haut. Et la largeur cultivée, enfin la hauteur des murs de soutènement des casiers est d'autant plus grande que la pente est plus forte, et la largeur d'aménagement des casiers qu'il va y avoir au-dessus d'un mur est d'autant plus étroite que la pente est plus forte. Mais on s'aperçoit qu'on arrive à aménager jusqu'au sommet des montagnes. Et ça peut être pluvial si c'est une région assez arrosée, et ça peut être irrigué si c'est une région insuffisamment arrosée, et qui est donc approvisionnée en eau à ce moment-là par une dérivation venant d'une rivière avec une prise d'eau très en amont. Alors tout ça, c'est ce qui va permettre, alors l'irrigation, tout ça, c'est ce qui va permettre finalement à la riziculture, à l'hydro-riziculture, de conquérir, on l'a dit, les basses vallées et les deltas, progressivement, plus ou moins complètement, de conquérir. Souvent, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes ethnies. Dans toute l'Asie, vous verrez que les gens qui aménagent les basses vallées et des deltas, ce n'est pas les mêmes que ceux qui aménagent les hauts versants et les quasi-sommets des montagnes. Et puis, le développement de l'irrigation va permettre d'étendre la riziculture dans des régions chaudes, mais où il n'y a pas assez de pluie pour remplir les casiers pendant une saison de culture. Donc l'irrigation, c'est un facteur de extension géographique de la riziculture à des régions où c'était impossible de le faire avec uniquement en clan. C'est aussi un facteur qui permet de faire une deuxième culture là où il n'y avait qu'une saison des pluies, permettant de faire un riz en casier pluvial. Mais si vous avez de l'irrigation, vous pouvez faire une culture de saison sèche par des amenées d'eau qui viennent des rivières en amont. Donc il faut voir que l'irrigation est un moyen d'étendre géographiquement la culture du riz, aux limites de chaleur requise, ça veut dire vallée du Pô et Camargue. Hein. Donc, le riz a quand même quitté les régions équatoriales de mousson et les régions tropicales de mousson. Il est arrivé dans les régions tempérées chaudes, à condition évidemment de lui mettre l'eau. Donc les grands deltas européens, enfin il y a la Camargue, il y a la vallée du Pô, mais aussi la vallée du Tage, à Valence en Espagne, etc. Donc le riz est arrivé dans les régions tempérées. Il faut bien noter ça. Et puis, quand on arrive à avoir de l'eau à suffisance et sans excès d'un bout de l'année à l'autre dans les casiers, alors on peut faire, comme on vient de le dire, 2 cultures de riz par an, mais on est même arrivé à en faire 3 et aujourd'hui pratiquement à en faire 4. Alors comment? Alors la première des techniques
pour faire 2 riz successifs qui ont des périodes végétatives qui auraient un peu tendance à se recouvrir, c'est le repiquage. Parce que le repiquage, ça consiste à semer le riz dans un petit casier qui mesure le 10e des grands casiers, à le semer très serré, alors que pendant ce temps-là, il y a le riz précédent qui est en train de finir de mûrir et on est en train de le récolter. Et bien pendant ce temps-là, on fait des pépinières à riz qui occupent une toute petite, 1/10 de la surface, et on avance son riz de 1 mois. Et aussitôt que la moisson est faite à côté, on laboure, on prépare le terrain et on repique son riz. Et donc on a gagné entre 2 cultures. On a gagné entre 1 mois et 1 mois et demi de recouvrement. C'est-à-dire que les 2 riz n'occupent pas le temps d'un riz plus le temps d'un riz, ils occupent le temps d'un riz plus le temps d'un riz, moins 1 mois et demi qui est le temps de pépinière. Donc ça, c'est capital. Le repiquage, c'est un des moyens de faire 2 cultures successives. Difficile, ça a d'autres intérêts et avantages, mais c'est très important. Deuxièmement, la traction animale. La traction animale permet de mettre en bout une rizière à semer et de la hercer, de la préparer beaucoup plus vite qu'évidemment à la main. Donc la traction animale a été un facteur de multiplication des récoltes sur un même terrain, de même qu'aujourd'hui la motoculture, même avec des petits motoculteurs, c'est un facteur d'accélération, de réduction du temps qui sépare 2 riz. Et puis, quand même, il y avait un autre problème à résoudre, c'est que les riz étaient affublés, comme beaucoup d'espèces, de périodes végétatives très calées dans le calendrier. Il y a un photopériodisme qui fait qu'on ne peut pas faire du riz n'importe quand dans la plupart des régions. Et donc pour arriver à faire du riz, en gros n'importe quand, parce que quand on dit que c'est entre 3 et 4 récoltes par an, ça veut dire que les dates de semis, de repiquage, de semis, repiquage et récolte des riz, dans une région où il y a presque 4 cultures, ils sont décalés tous les ans de 15 jours ou d'1 mois. Donc ça revient à dire qu'on peut semer du riz n'importe quand et qu'on peut le récolter n'importe quand. Alors pour ça, il faut évidemment sélectionner des riz qui n'obéissent plus à des règles photopériodiques précises. Donc c'est une question d'amélioration génétique. Et toujours est-il, et évidemment, il faut sélectionner des riz à cycle très court. Parce que les riz à l'ancienne, ça durait presque 6 mois, donc on pouvait quand même difficilement imaginer d'en faire plus que 2 dans l'année. Alors que quand on en arrive à 4, ça veut dire qu'on a des riz, on va dire, de 4 mois. 1 mois de pépinière, 3 mois de rizière, quoi. Bon, c'est des riz à cycle très court. Ça fait 2 mois de moins que les riz dont on est parti à l'origine. Donc voilà un peu une histoire de la riziculture. Mais la riziculture, c'est un peu comme l'Égypte. Vous arrivez à avoir des concentrations de production. Imaginez que vous cultivez 4 riz à presque 100 quintaux de rendement. Enfin, c'est une espèce de record du monde pas tout à fait atteint. Mais on peut penser qu'on fera 4 riz à 100 quintaux de rendement à l'hectare dans pas longtemps. On n'en est pas très loin. Alors, imaginez que vous ayez sur un système comme ça une population un peu végétarienne, et donc qui mange du riz plus quelques légumes, etc., et qui mange donc 2 ou on va dire 3 quintaux de riz par personne et par an, calculez la densité de population qu'on peut nourrir avec un système comme ça. Et vous comprendrez les densités de population asiatiques auxquelles on croit à peine. René Dumont écrivait en 1930, en gros, le delta du fleuve Rouge est surpeuplé. Il y avait beaucoup moins que 500 habitants au kilomètre carré dans le delta à l'époque. Aujourd'hui, le delta du fleuve Rouge, campagne et ville comprises, nourrit pratiquement 2000 personnes par hectare et par kilomètre carré. Donc 500 habitants par kilomètre carré, 2000, donc 4 fois plus. Donc le delta du fleuve Rouge n'était pas surpeuplé, il était sous-exploité. Cela dit, est-ce que le système actuel est durable éternellement? C'est une autre question. Très vite, nous avons vu, au fond, la dernière fois, les systèmes à jachère et culture attelée légère de l'Antiquité,
c'est un système de savane, sauf que dans l'Antiquité, ce milieu déboisé auquel on arrivait à la fin du néolithique et au début de l'âge des métaux ne s'appelait pas une savane. C'est pas dans nos habitudes d'appeler ça une savane. Mais une savane, c'est une formation à dominante herbeuse et accessoirement boisée. Hein. Alors les savanes intertropicales d'aujourd'hui, c'est des milieux la plupart du temps déboisés. Les savanes originelles, naturelles, il n'y en a pas tant que ça, il y en a sûrement dans certaines régions, mais dans la plupart des régions où je suis tombé sur des systèmes de savane, bon, quand on regarde bien ce que disent les écologistes, les pédologues, etc., il semble bien que c'était des milieux boisés, et en tout cas on assiste pratiquement sous nos yeux au déboisement de régions entières de ce genre. Alors, très rapidement, pour montrer à quel divers... Alors bon, entre les systèmes à jachère de l'Antiquité occidentale et les systèmes de la vallée du Nil et les systèmes hydro-rizicoles dont on vient de parler, vous voyez bien la différenciation extraordinaire des agricultures post-néolithiques, post-forestières à l'échelle de la planète. Ce n'est pas les mêmes agricultures, hein, c'est vraiment des univers très différents. Donc on a cette différence, mais là, pour montrer quelque chose d'un peu plus, une différenciation plus étonnante encore, si vous regardez aujourd'hui simplement en Afrique, sans même aller en Asie et en Amérique, vous avez des systèmes dans des milieux qui ont été savanisés, on va dire, au cours du dernier siècle, et vous avez des systèmes donc de savane, de milieux récemment déboisés, très très différents les uns des autres. C'est des systèmes de culture à la houe en général, il n'y a pratiquement pas de traction animale, sauf une traction animale très récente introduite par les projets de développement des 30 dernières années, on va dire. Vous avez des systèmes de culture à la houe dans les savanes. En Afrique, j'ai pris 3 exemples qui vont vous montrer à quel point, dans des milieux tropicaux ou équatoriaux récemment déboisés, on arrive à des systèmes qui ne se ressemblent pas du tout. Alors, premier exemple, les systèmes de culture à jachère, avec une jachère, on va dire, de moyenne durée, de 5, 6, 7, 8, 10 ans, bon, donc, pratiquement sans élevage, des savanes équatoriales. L'exemple qui est derrière ce titre, hein, un peu théorisé comme ça, c'est les plateaux centraux du Congo-Brazzaville, donc à 300-400 km au nord de Brazza, vous avez le plateau Kukuya par exemple, qui est très typique de ce que je vais vous dire. Alors, à quoi ressemble cette savane? C'est une savane qui pousse d'un bout de l'année à l'autre, mais il y a quand même une saison sèche où généralement cette savane sèche un peu sur pied et elle est parcourue par des feux de brousse, comme un peu partout en Afrique dans ces systèmes-là. Mais quand on regarde, quand on fait un profil culturel, comme on dit, sous cette savane, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une savane qui est établie sur un podzol, on va dire presque équatorial, podzol, c'est-à-dire des sables blancs extrêmement lessivés, dans lesquels il n'y a presque plus moyen de tirer quelques molécules minérales que ce soit. Et la savane se reproduit chaque année sur son propre circuit de matière organique et minérale, avec une couche de 4, 5, 6 cm de terre humifère, un horizon à zéro de matière organique morte et de matière organique évoluée humifère. Alors, si vous essayez de cultiver une savane comme ça, avec une bêche et une houe, ou avec un araire, ou avec une charrue, sans fertilisation particulière, vous êtes sûr de mourir de faim, quoi, hein. C'est garanti d'avance, ça ne marche pas. Pourquoi c'est aussi lessivé? Pourquoi c'est podzolisé, comme on dit, de la même manière qu'une taïga, le sol de la taïga est podzolisé? Tout simplement parce qu'il pleut 4, 5, 6 mètres d'eau par an. Et qu'à partir du moment où on a déboisé, on a provoqué un lessivage absolument fantastique de ces terrains-là, qui font qu'aujourd'hui, c'est une savane sur horizon humifère et sous horizon podzolique, quoi. Eh bien, comment font les gens pour cultiver ça?
eh bien, ils fabriquent ce qu'on appelle des buttes. Alors, c'est le butage. C'est-à-dire, on rassemble la terre sur 5 ou 6 mètres carrés, on la rassemble en tas sur à peu près 1 mètre carré, et où on ne rassemble que les horizons humifères qui ont été décapés aux alentours de la butte. Cette butte, si on veut faire des cultures à cycle court, comme aujourd'hui on fait dans ces régions, de la pomme de terre, voire du tabac, des haricots, etc., des cultures à cycle court, eh bien on va faire ce qu'on appelle l'écobuée. Une vieille technique qu'on connaissait en Europe, c'est la butte écobuée. Cette butte écobuée, ça veut dire qu'on va la faire, on construit la butte comme une espèce de fourneau à charbon, on va mettre le feu qui va cheminer à l'étouffer là-dessous, et qui va brûler une partie de la matière organique en libérant les cendres qui vont permettre de nourrir de manière immédiate les cultures à cycle court qu'on fait après. À côté de ça, on va cultiver des plantes à cycle très long, au contraire, des cultures bisannuelles comme le manioc, et on va les installer alors un peu de la même manière, mais cette fois en rassemblant en billons la matière organique prise sur 2 ou 3 mètres de large, on la rassemble dans un billon qui fait 50 ou 60 cm de large et qui fait 60 cm de haut. Et là, on met des plants de manioc et on ne brûle pas le billon, hein. On laisse la décomposition de la matière organique se faire pendant les 2 ans de fabrication de racines de manioc suffisamment tubérisées et nourricières, se décomposer, se minéraliser et alimenter la plante. Et une fois qu'on a fait une butte écobuée, premier modèle culture à cycle court, qu'on a fait un billon cultivé pendant 2 ans en manioc, évidemment, c'est fini. Il n'y a plus rien à pomper dans la fertilité de ces buttes et de ces billons. Et donc, évidemment, tous les ans, on refait des buttes écobuées et tous les ans, on réinstalle du manioc pour être sûr d'en avoir tous les ans à récolter. Et la rotation des buttes écobuées et la rotation des billons à manioc, c'est une savane herbeuse sauvage, une espèce de jachère herbeuse qui va durer entre 5 et 10 ans suivant les villages. Ça dépend de combien ils ont de terre. Donc, au fond, c'est bien une culture à jachère qui est faite à la houe, mais avec une fertilité si faible due au lessivage qu'il faut le faire en billon, culture de 2 ans ou en butte écobuée, donc minéralisée rapidement pour les cultures à cycle court. Alors ça déjà, on s'aperçoit que les Kukuyas qui font ça, c'est des gens qui ont une connaissance et une maîtrise du milieu dans lequel ils vivent qui est assez extraordinaire, parce qu'ils font ça quand même avec des moyens très faibles. Et quand on voit les entreprises, les projets autour qui essayent de faire de la culture de maïs annuelle avec une charrue, etc., ou du manioc à plat, etc., et qui vous disent au bout de 10 ans, mais on n'y arrive pas, ça ne marche pas, on se dit que s'ils avaient un peu regardé ce que faisaient les Kukuyas à côté, ils auraient compris que ça ne pouvait pas marcher. Parce que si ça marchait, on ne voit pas pourquoi les Kukuyas s'embêteraient à ce point-là à fabriquer des buttes, à les écobuer, etc. Ils ne sont pas fadas, ils ont survécu grâce à leur intelligence explicite ou implicite d'eux. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut que l'avenir c'est ça. C'est juste pour comprendre un milieu et ses modes d'exploitation. Mais ils font beaucoup mieux que ça, les Kukuyas. Ils installent leur village, un peu au milieu des cultures qu'ils veulent, et ce village, ils l'entourent très vite d'un verger. D'un verger qui est artificiel, qu'il faut un peu arroser au début si on veut que ça marche. Alors il y a des orangers, il y a tout, il y a même des cultures de région, il y a des bananiers, il y a aussi des cultures de région tempérées, vous savez, c'est un peu haut le plateau Kukuya, c'est bien arrosé, et ça a une plasticité, on va dire, assez grande du point de vue des cultures possibles. Et au bout d'une trentaine d'années, d'une génération, on s'aperçoit que ce village, il commence à s'effriter parce qu'il est fait en torchis. Et puis on s'aperçoit que cette plantation, elle vieillit. Et les gens ne refont pas leur maison et ils ne coupent pas leurs arbres pour refaire un verger. Ce qu'ils font dans les 5 ans qui précèdent, on va dire, l'usure du village et du verger, eh bien, ils en préparent un autre dans un autre endroit. Et le verger et les maisons qui s'effritent sont abandonnés à une espèce de friche qui, alors, est une friche boisée
et non plus une friche herbeuse, parce qu'elle a été boisée artificiellement par le verger. Les hommes l'ont reboisée en quelque sorte. Et une fois que le milieu boisé est reconstitué, il se développe. C'est-à-dire, quand vous regardez le paysage Koukouya, vous voyez des villages neufs, des villages vieux, des vergers récents, des vergers âgés, et puis vous voyez des bosquets. Alors vous dites, c'est de la forêt résiduelle. Et si vous allez voir ces bosquets, vous apercevez que ce n'est pas de la forêt résiduelle, c'est une forêt secondaire reconstituée à partir des vergers villageois abandonnés. Ils refabriquent des îlots forestiers dans leur paysage savanisé. Et la preuve que le climax initial, c'est-à-dire la formation végétale maximum qui avait existé avant, que c'est une forêt, c'est que cette forêt, une fois qu'elle est reconstituée, elle se porte bien, elle est à l'abri du feu et elle marche. Elle marche et elle recommence à aller chercher des éléments minéraux très profonds et à lutter contre le lessivage. Et dans ces bosquets, pourquoi font-ils ces bosquets? Mais parce que dans ces bosquets, ils peuvent faire des cultures auxquelles ils tiennent, sans doute par tradition, qui sont les vieilles cultures africaines, parce que n'oublions pas que le manioc, c'est une culture américaine. N'oublions pas que la pomme de terre, c'est une culture américaine, que le tabac, c'est une culture américaine. Donc si on voit dans l'agriculture Koukouya une espèce d'agriculture archaïque, c'est vraiment qu'on est inculte. C'est une agriculture très moderne par les plantes qu'elle cultive, qui sont récemment arrivées en Afrique, et par les outils qu'elle utilise. Ils utilisent des houes Birmingham, Sheffield ou chinoises. Hein. Ce n'est pas des houes africaines, ce n'est pas des dabas, hein. C'est des vrais houes à labourer. Donc c'est une agriculture très moderne. Tout ce qu'on vient de dire montre que c'est très moderne. Et dans la forêt reconstituée, ils ont reconstitué, ils cultivent de l'igname, qui est sûrement leur vieille culture. Mais ils ne peuvent pas faire de l'igname en savane, ou en tout cas, ça ne serait pas terrible. Ils pourraient en faire sur les buttes écobuées à la place à condition d'avoir des variétés qui sont des variétés de lumière, ce qui n'est pas évident. Ils cultivent une culture de rente qui s'appelle le café, qui est à peu près incultivable dans la savane ordinaire. Et donc, finalement, ils ont 3 types de rotation. La rotation des buttes écobuées, qui est une rotation pour culture à cycle court de savane, la rotation à billon, à manioc, qui est une rotation de savane herbeuse qui permet de cultiver une culture bisannuelle comme le manioc, et puis ils ont une espèce de rotation forestière qui est verger 30 ans, bosquet 50 ou 100 ans, etc. Donc c'est, moi, je le dis comme je le pense, c'est le système le plus savant que je connaisse. C'est le système qui a implicitement ou explicitement un mode de gestion de l'écosystème qui est le plus compliqué que je connaisse. C'est de la dentelle, le système Koukouya, quoi. Et c'est fait avec des moyens absolument dérisoires. Alors c'est ça qu'on croit qui est une agriculture archaïque. Moi, les premiers rapports que j'ai lus sur l'agriculture au Congo, quand j'ai commencé à faire une étude pour une nouvelle politique agricole au Congo, c'est l'agriculture congolaise est une proto-agriculture, quoi. Alors ça, c'est un proto-cerveau qui l'a produit. Vraiment, c'est insensé, quoi. Absolument insensé. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois qu'on n'a plus de temps. L'heure et demie est écoulée. Alors, sur les collines rwandaises, burundaises, vous avez un autre système d'exploitation d'une fertilité de savane qui est quand même limité, qui est très étonnant. Au fond, c'est des collines pastorales, hein. Et dans le temps, chaque famille colonisait sa colline. C'était le pays des 1000 collines et des 1000 clans, etc. Et comment est-ce qu'on exploite ce milieu? D'abord, c'est un système pastoral à l'origine. Et tous les soirs, on enclôt, les vaches sont regroupées dans un enclos rond, parce que c'est ce qu'il y a de moins coûteux pour faire une clôture, ou parcage de nuit, dépôt de déjection. Et toutes ces déjections sont reprises à la main ou au panier tous les matins pour être redistribuées dans un jardin verger qui se trouve en aval sur la pente de la colline, en aval de cet enclos pastoral, de cet enclos
parcage de nuit. Et là, on fait des cultures continues d'un bout de l'année à l'autre, qui vont du bananier au maïs, en passant par la tomate, etc. C'est un jardinage extrêmement multilocalisé. Toutes les cultures sont associées et elles sont fertilisées par les déjections des animaux qui pâturent toute la colline pour concentrer ça dans l'enclos, et ce qui est redistribué dans le jardin-verger qui se trouve en dessous de l'enclos. Donc, voilà un système de savane africain. Je passe parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous allez dans la zone soudano-sahélienne, vous avez là des systèmes de savane encore différents. Les zones cultivables ne sont pas les plateaux latéritiques, évidemment, qui sont couverts d'une brousse tigrée qui permet de faire un pâturage au moins de saison des pluies. Et vous avez autour des maisons ce qu'on appelle des cultures de cases, dans laquelle vous avez une rotation annuelle, c'est-à-dire culture pendant la saison des pluies, petite jachère de 6 mois pendant la saison sèche. Comment les cultures de cases sont fertilisées ? Eh bien, par les déjections du bétail qui sont rassemblées au village d'un bout de l'année à l'autre dans ces villages. Et chaque paysan va transporter cette fois les déjections animales sous une forme séchée, ce qui est quand même un petit peu plus facile que les déjections humides du Rwanda et du Burundi. Il va les distribuer sur ces terres à 1000 qui sont autour de la maison et qui sont donc en rotation annuelle, un peu comme on avait dans les Landes au XIXe siècle. Et puis vous avez les champs de brousse qui sont tout simplement une jachère herbeuse qui dure 5 ou 7 ans, 5 à 7 ans, et sur lesquels on vient refaire tous les 7 ans une culture, soit de coton, soit de mil, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce n'était pas fumé. Mais récemment, le bambou est arrivé en Afrique, dans ces régions, là, au Mali et quelques autres, et les paysans ont fait des clôtures qui leur permettent de parquer les animaux 2 ans avant la mise en culture de ce champ de brousse. Et donc, ils ont organisé un transfert de fertilité depuis les pâturages jusqu'au champ de brousse qui n'existait pas auparavant. Ça prouve à quel point les paysans en question, qui ont survécu dans des conditions donc difficiles, à quel point ils peuvent s'adapter vite, à condition d'avoir les moyens de le faire. Et sans le bambou, c'était effectivement un peu difficile à imaginer. Mais dans les villages qui ont un peu plus de réserves foncières, on s'aperçoit qu'il y a encore des régions pas complètement déboisées, sur des sols assez profonds, et où on fait encore de la culture sur abatis brûlés. Simplement, là, la friche forestière, c'est des combrétacées qui repoussent en 7 ou 8 ans, et on peut les tailler à blanc tous les 7 ou 8 ans et obtenir donc, comme sur abatis brûlés, des assez bons rendements, etc. Voilà 3 exemples de systèmes de culture, on va dire, de milieux déboisés en Afrique, qui montrent à quel point le déboisement, en fonction des différents milieux, de leur géomorphologie, de leur pluviométrie, comment ça peut devenir, une fois qu'on a déboisé, on a une divergence extraordinaire des systèmes de culture et d'élevage qui vont se développer. Bon, il y a la riziculture asiatique, il y a la vallée du Nil, il y a les systèmes de l'Europe, mais on voit que dans l'univers intertropical aujourd'hui, il y a, au moment du déboisement, des nouvelles voies qui s'ouvrent dans les différentes régions. Et donc, finalement, le déboisement n'est pas forcément un appauvrissement écologique de la planète et de l'humanité. C'est aussi le point de départ de la construction des civilisations actuelles. Si ça n'avait pas marché, il n'y aurait pas le monde tel que nous le connaissons. Mais peut-être que la seule conclusion qu'on peut donner, c'est qu'il ne faut pas parler d'agriculture, il ne faut pas dire l'agriculture, il faut dire les agricultures du monde. Dire l'agriculture comme ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une agriculture, il n'y a pas une histoire agraire, il y a des agricultures et des histoires agraires. L'histoire générale peut sembler uniforme, pas l'histoire agraire. Merci de votre attention.